BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Notre deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Et pour terminer l'année en beauté, j'accueille Lionel Paris. Salut Lionel. Bonjour François. Qui est vous le savez, un expert dans le monde de la tech et notamment des réseaux. Lionel vient nous voir régulièrement. Et cette semaine, Lionel, on va faire une mise à jour sur Starlink en fait. Parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Toutes les vidéos qu'on fait sur Starlink font beaucoup d'audience, il faut le dire. Et vous avez raison parce que, moi, c'est un sujet qui me passionne. Parce que Starlink et Elon Musk sont en train de révolutionner l'Internet au niveau mondial. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que les innovations qui arrivent sur Starlink ne s'arrêtent jamais. C'est ça. Et là, justement, en cette fin d'année 2024, tu vas nous faire un point sur les nouveautés, en fait. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses. Écoute, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était en fin mai. Donc ça fait il y a 6 mois, quoi. 6 mois, 7 mois. Les chiffres ont explosé, on va en parler. Tu as 2 nouveaux usages qui viennent d'arriver et tu en as un troisième qui arrive début 2025. Donc, et si on fait une petite récap, on en est à l'année 4 de l'écosystème Starlink. Tu as aujourd'hui 6900 satellites opérationnels en orbite. Donc fonctionnel, qui couvre toute la planète, quoi. Qui couvre toute la planète et qui tourne en permanence. Je rappelle, un satellite évolue à 27 000 km/h. En basse orbite. Tu as entre 300 et 500 km d'altitude. Et entre 300 et 500, kilomètres. Tu as 2 générations de satellites. Tu as eu la Gen 1 qui était vraiment des tout premiers produits, et la Gen 2, mais tu as 6 modèles. La masse d'un sat, ça va de 260 kg à 970, on va y revenir, c'est les derniers. Ouais. C'est ceux qui font fonctionner le service Direct to Cell, qui permet de ça, c'est les plus gros, en fait, parce qu'ils nécessitent plus de puissance, j'imagine. Plus de puissance, il y a beaucoup plus de techno, il y a la partie 5G qui est intégrée, et il y a surtout des ailes qui se déploient, qui font plus de 30 mètres chacune. Donc, c'est des beaux bébés, quoi. C'est des très beaux bébés. C'est incroyable. C'est des très très beaux bébés. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle, aujourd'hui, on parle beaucoup, quand on parle de Starlink, on parle du lanceur Falcon 9. Et c'est pour cette raison que le prochain lanceur, le Starship, est bienvenu. Parce qu'aujourd'hui, le poids de chacun des satellites étant devenu tellement important, il a besoin d'un lanceur qui est beaucoup plus costaud. Parce que là, les derniers lancements, on est limité, entre guillemets, à 22 satellites. Au début, on était plus dans les 50-60. Là, il ne peut en envoyer parce que s'ils font quasi 1 tonne chaque satellite, tu ne peux pas en envoyer autant qu'avant. C'est ça. Donc 6900 satellites, plusieurs générations pour donner qui s'enchaînent. Un ordre d'idée du pace, 2024, c'est historique, ils ont fait juste la partie Starlink, 87 lancements. Donc ça veut dire que tu as 7 lancements par mois. Dingue. Voilà. C'est hallucinant. Le trafic qu'il génère sur Internet, c'est intéressant aussi. En 2024, c'est une étude de Cloudflare. Ça a été multiplié en moyenne par 3,5. Tu as des pays, bien évidemment, comme le Paraguay, qui ont été ouverts cette année. Ouais. Ça a explosé complètement. Trafic x 900. Tu as des pays qui sont ouverts tous les mois. Donc à la commercialisation, donc ils peuvent acheter le service Starlink. Les derniers en date, le 9 décembre, c'est pas vieux, le Cap-Vert. Le 11 décembre, tu as le Timor oriental en Asie. Le 12, c'était Nauru, c'est une île dans le Pacifique. Et plus proche de nous, le 14 décembre, tu avais l'Arménie. Aujourd'hui, ils sont présents dans 118 pays et ils connectent à date 5 millions d'utilisateurs. 5 millions de clients. 5 millions de clients. Incroyable. Alors, ces utilisateurs, pour la plupart, sont connectés par une petite parabole fixe qui reçoit le signal, etc. Ça, c'était le premier usage qu'on connaissait de Starlink. Il y en a d'autres qui arrivent, et notamment les compagnies aériennes. Donc ça, c'était il l'avait cité dès le début, quand il avait commencé à lancer le projet. Il voulait vraiment relancer la donne et en fait faire la révolution du Wi-Fi dans les avions. Parce que s'il y a bien un endroit aujourd'hui, tu vas aller au CES dans quelques semaines, tu vas te retrouver dans un avion pendant 11 heures, peut-être même un petit peu plus, et tu vas être coincé sans connectivité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était peut-être un des derniers bastions où alors tu peux acheter un forfait. Il y avait des connexions Wi-Fi, bien sûr, dans les avions, mais c'est pas terrible, ça coûte cher. Ce sont des satellites qui sont en fait géostationnaires. Voilà. Le débit est pas terrible. C'est pas top. Moi, le peu de fois que je l'ai essayé, je sais pas pour toi, mais franchement, le débit n'est pas là. Enfin, Et puis ça coûte de l'argent. Ça coûte plusieurs dizaines d'euros sur un vol transatlantique. Voire même si tu veux l'utiliser pendant 11 heures, c'est vite 50-60 euros pour un truc qui marche moyen.
moyen. Bon, bah là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à disposition l'intégralité du système et ils ont fait une adaptation pour les avions. C'est un service qu'ils ont proposé aux opérateurs d'avions. Bien évidemment, tu as Qatar Airways qui a été le tout premier à communiquer dessus. C'était le 29 mai de cette année en disant moi j'y vais, ça m'intéresse, je vais équiper mes avions. Il y aura 3 Boeing 777 opérationnels avant la fin de l'année. Ça, c'était en mai. En septembre, tu as United Airlines qui annonçait très clairement aussi de dire je vais équiper l'intégralité de ma flotte. On parle quand même de 1000 avions. Je vais faire des tests en début 2025. Je pense déployer tout au long de l'année 2025. Derrière, Air France, le 26 septembre, qui annonce la même chose en disant on va équiper la flotte internationale, mais aussi la flotte régionale. Donc, parce qu'aujourd'hui, le Wi-Fi dans l'avion, c'est une commodité qui devient quasi indispensable en fait. Parce que les gens continuent de travailler et aujourd'hui dans le TGV, tu peux bosser, tu vois. Et même pour les vols, on va dire le national. Et nationaux, c'est important d'avoir du Wi-Fi. Je veux dire, on est quand même très embêté aujourd'hui quand on n'a plus de connectivité. On en a besoin, que ce soit du perso, pour bosser, du pro, notamment. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé le 22 octobre? Qatar Airways a tenu sa promesse, et Starlink aussi. On a donc le premier Boeing 777 qui a été équipé et fonctionnel. Et donc, pour fêter ça, les Qataris se sont fait dans l'avion une visio avec Elon Musk le jour J, incroyable, qui lui-même était aussi dans sa maison, qui est une de ces maisons où d'ailleurs il n'est pas connecté avec de la fibre, il est connecté à travers Starlink. Et ils ont fait une visio pendant le vol, ils ont fait tout un buzz là-dessus pour dire voilà, le système est fonctionnel, ça marche, on peut utiliser, ça fonctionne, et avec des débits qui sont plus que corrects, parce que le service annonce des débits entre 40 et 220 mégabits. Donc, ce qui est quand même très correct. Très correct. En tout cas, ça suffit pour les usages. Bien évidemment, en upload, tu fais entre du 8 et du 25. Ta latence, elle est inférieure à 99 millisecondes. Et surtout, on n'a plus l'histoire de t'es assis à ton siège, tu payes, mais en plus, tu as un seul produit que tu peux connecter. Non, tu peux connecter ton téléphone, ton PC, ta tablette. C'est comme à la maison. Exactement, c'est comme à la maison. Et le 1er décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, écoute, tu as le premier speed test qui a été publié d'un avion de Qatar Airways par un particulier qui était dans l'avion. Devine quoi? Il t'affiche, parce que forcément c'est un speed test, alors ça me plaît, eh ben, il t'affiche 221 MB. C'est pas mal. C'est énorme. J'aimerais qu'on enchaîne sur l'autre innovation, parce que le temps presse et j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps là-dessus, Lionel. C'est la prochaine étape. Après les avions, peut-être après les trains, etc. Alors il y a le train aussi qui vient d'arriver aussi en parallèle et c'est le même mécanisme et c'est la même chose. La prochaine étape, c'est ça, en fait. La prochaine étape, c'est les mobiles. Donc ça s'appelle le Direct to Cell. Le service, on a déjà parlé en mai parce que c'était le premier essai qui avait été effectué par des ingénieurs. Donc ça montrait que le service était fonctionnel. Là, le but du jeu, c'est simple. C'est d'avoir une réception avec ton mobile, je le précise, non modifié. Donc un mobile absolument standard. 4G. 4G, 5G que vous avez depuis des années. On ne parle pas de modèles récents. De modèles récents qui ont des fonctions satellitaires en plus. Qui va fonctionner sur les mêmes fréquences que le... Votre mobile ne verra pas la différence. Lui, il ne verra pas la différence entre je suis connecté avec ma tour 4G, 5G traditionnelle et je suis connecté dans l'espace. Le but du jeu, c'est d'offrir ce qui n'a pas été possible de faire jusqu'à présent, une couverture totale. Dans les endroits les plus reculés sur Terre, les endroits où il n'y a pas de tour 5G, les endroits où il n'y a pas de réseau. En plein désert, en pleine mer, tu vas te retrouver avec du réseau. En pleine montagne, enfin dans des endroits où, dans des parcs immenses, où il n'y a pas de tour 4G, il n'y a pas de tour 5G. Donc tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de réception avec ton mobile. Donc là, en fait, c'est ça la promesse de cette technologie Direct to Cell. Donc ils avaient fait des essais. Ils ont eu une espèce de période probatoire, parce qu'en fait, tu ne peux pas utiliser le spectre et les fréquences 4G, 5G de l'espace sans avoir une autorisation au préalable, bien évidemment. Bien sûr. Ils te font un partenaire télécom. Donc, le partenaire qui a été choisi aux États-Unis... Mais c'est pas Starlink qui commercialise l'offre directement. Non, pour l'instant, en tout cas. Oui. Oui, ça pourrait venir. Mais pour l'instant, eux, ils s'occupent de l'infrastructure. Donc, les satellites, dans ce cas de figure, c'est toujours les mêmes qui tournent en orbite autour de la Terre. D'accord ? Il y a un partenariat qui a été fait aux US avec T-Mobile. Et donc, les satellites équipés de la fonctionnalité Direct to Cell vont être capables de renvoyer un signal 4G, 5G
sur Terre. Alors ça paraît fou. Ouais, alors que le satellite est entre 300 et 500 km d'altitude. Oui. C'est dingue. Oui. C'est fou. Et donc ça marche et ça fonctionne. Aujourd'hui, le service est encore limité. Ce que disait Elon Musk récemment, parce que là, T-Mobile et Starlink vient d'avoir, c'est pas vieux, le 26 novembre, après 6 mois d'essai, ils viennent d'avoir l'autorisation de la FCC officielle d'utiliser ces bandes et de communiquer dessus, et donc d'utiliser le service. Elon Musk a demandé au milieu de l'implémentation du diamètre d'augmenter la capacité des satellites, ce qui a été refusé par la FCC. Il a demandé de pouvoir lancer plus de 23 000 satellites supplémentaires. Et là, ils viennent de lancer, viennent de finir la phase 1 le 13 décembre, donc c'est vraiment très très récent. Ils viennent de finir la phase 1, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu as 300 satellites dans la constellation Starlink de 6900 satellites, tu en as 330 d'équipés de cette technologie Direct-to-Cell, ce qui leur a permis de lancer le service aux États-Unis. Et donc, ça veut dire que dans quelques années, quand le parc sera totalement compatible avec cette technologie, dans le monde entier, tu pourras avoir un service de téléphonie. Alors, c'est pas énorme, hein. Je pense qu'on n'a pas les débits qu'on a dans les avions, par exemple. Non, là, c'est pas du tout. Parce que faut bien se rendre compte qu'une antenne, une tour 5G qui est dans l'espace et qui doit envoyer des infos sur des téléphones qui sont sur Terre, t'as un peu 500 km à parcourir. Donc voilà. Quand ils étaient en bêta, ils annonçaient 7 mégas. Là, au lancement officiel du service, il y a une bêta publique qui s'est ouverte le 16 décembre, il y a 2 jours. T-Mobile a annoncé officiellement qu'il basculait en bêta publique. Ils encourageaient les gens à s'inscrire, particuliers, professionnels, où tu sais, les personnes en charge des premiers secours, donc ils vont réserver une liste de personnes, ils vont faire tourner ça pendant 3 mois. Pour voir ce qui se passe. Et ils vont ouvrir la commercialisation du service. Aujourd'hui, Elon Musk dit 10 mégabits. Wow. On peut faire du texte sans aucun problème. Donc, c'est toutes les communications et toutes les vidéos que tu vas voir, c'est du texto. Dans un futur très proche, ce qu'il a annoncé très clairement, pour le reprendre, il a dit, c'est que le début, et ça va s'améliorer très rapidement. Donc, on s'attend à faire de la voix et de la donner dans un futur très proche. Et des visios, des choses comme ça. Voilà. Bien sûr. Donc là, on n'est plus dans l'hypothétique. 10 mégas, c'est bien déjà. 10 mégas, c'est impressionnant. C'est énorme. Quand tu réfléchis, je rappelle, un satellite tourne à 27 000 km/h. Il est à 500 km d'altitude. Il est à 500 km d'altitude. On est avec un mobile. À partir du moment où on a un champ de vision au-dessus de nous, on va pouvoir envoyer un SMS. Là, ça fonctionne aujourd'hui et dans un futur très proche, on va faire beaucoup plus. Pour terminer, le service vient d'ouvrir aussi en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que là, je te parle des États-Unis avec T-Mobile. Tu as la Nouvelle-Zélande qui a ouvert le 18 décembre. C'était hier avec l'opérateur One NZ. C'est pareil, ça fonctionne et c'est ouvert. Donc là, on n'est plus dans l'hypothétique. Non, ça va se propager. Ça va se propager. Et tu as un post d'Elon Musk qui a été envoyé hier. Il était dans son avion. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il jouait à un jeu vidéo. Et il a partagé ça avec tout le monde sur X en disant vous voyez, c'est super Starlink. Je peux même jouer à mon jeu vidéo favori du siège de mon avion. Donc il joue en réseau en fait, c'est ça ? Il joue en réseau, c'est un jeu en ligne du siège de son avion. Incroyable, et c'est que le début, et évidemment ça ouvre ça pose plein de questions sur l'avenir des opérateurs terrestres aussi, tout ça. Alors il a toujours dit le débit ne sera jamais aussi meilleur qu'une fibre. Qu'une 5G, mais bon. C'est une alternative qui est viable et qui va rendre des services universels. Voilà. Passionnant, merci beaucoup Lionel. Passionnant. Voilà, ça c'est les avancées de Starlink et je suis persuadé qu'il y en aura d'autres en 2025. Il y en aura certainement d'autres au premier trimestre. Et on va revenir régulièrement sur ces sujets, sur ces innovations. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Bonne fête à toi. Eh bien merci, bonne fête de fin d'année aussi. Profite bien, repose-toi bien. Merci beaucoup. Et voilà, ce de quoi je me mêle est terminé. Évidemment, on se retrouvera dès le début de l'année 2025 depuis le CES de Las Vegas. Et oui, comme chaque année, on va faire le déplacement pour vous faire vivre ce grand salon, le plus grand salon dédié à la tech au monde. D'ici là, portez-vous bien. Vous restez là. Si vous êtes en podcast audio, le petit module bonus vous attend avec Anthony Morel et Nicolas Lelouch. Très belle fête de fin d'année. Et à très vite, les amis. Merci de nous suivre en tout cas. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.